Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui on parlera du budget avec Nicolas Bavrez. Il est économiste et historien, il nous donnera son point de vue alors que les députés s'apprêtent à en débattre dès vendredi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Je lui demanderai également ce qu'il pense de la crise politique actuelle et qu'il y a une issue possible. Et est-ce que la France a encore des atouts majeurs? On rejoindra ensuite Timothée Delem. Il est au palais de justice de l'île de la Cité. C'est là que se déroule le procès aux assises de Dabia Benkired. C'est elle qui a violé et tué la jeune Lola à Paris. C'était le 14 octobre 2022. Lola avait 12 ans, un crime qui avait bouleversé la France. Une émotion toujours palpable 3 ans après. Et pour terminer cette émission, on parlera des restrictions récemment décidées par Pékin sur les terres rares. Les Américains accusent carrément la Chine de nuire à l'économie mondiale et appellent le monde à s'allier contre Pékin. On va tout comprendre avec Patrice Geoffron. Il est économiste, spécialiste d'économie justement industrielle. Vous avez le programme, point de vue, c'est parti. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes économiste et historien et on a envie d'avoir votre avis, votre point de vue, votre regard sur ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit d'abord, c'est le projet de budget de l'État pour 2026, ce qu'on appelle le projet de loi de finances, qui est examiné à l'heure actuelle et depuis lundi en commission des finances. Il sera vendredi dans l'hémicycle et les députés repartiront de la copie initiale du gouvernement. Déjà sur ces 3 jours, enfin 2 premiers jours de commission, de débat en commission des finances, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 2 premiers jours? Écoutez, 2 choses. D'abord, ça se passe de manière faussement raisonnable, c'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que, y compris par rapport à ce qui s'était passé l'an dernier avec 34 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, oui, il y a une certaine réserve, et notamment la taxe Zuckman a été repoussée, oui, mais elle va revenir en réalité en séance. Mais ce qui me frappe surtout, c'est l'annonce de la lettre rectificative du Premier ministre sur la suspension de la réforme des retraites, qui est une procédure qui n'a pratiquement jamais été utilisée et qui souligne à quel point ce budget est complètement hors norme. Sur le plan de la procédure, on parle maintenant, ce qui est complètement contradictoire. Le Premier ministre, à mon avis à tort, a annoncé qu'il renonçait au 49.3, ce qui vide la Constitution d'une partie de son contenu. Oui, oui. Mais de l'autre côté, maintenant, on commence à dire que s'il n'y a pas de vote de la loi de finances et du projet de financement de la sécurité sociale, on les fera passer par ordonnance. Alors là, les bras vous en tombent littéralement. D'un côté, on revient au régime d'assemblée. Est-ce que vous voulez dire que c'est un déni de démocratie, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? Que de 2 choses l'une. Soit on explique qu'on revient à un régime parlementaire, et à ce moment-là, c'est le Parlement qui décide. Où les ordonnances sont complètement incompatibles avec ce qui a été annoncé. Et l'autre chose qui, je trouve, est peu soulignée, c'est que depuis 1958, c'est le premier budget qui se passe vraiment avec le surplomb de la crise financière. Aujourd'hui, c'est ça qui est le déni de réalité complet, c'est que toutes ces discussions se passent comme si il n'y avait aucun problème financier. Donc, on l'a vu, d'un côté, il y a eu la suspension des retraites qui va en réalité être une abrogation. Oui. De l'autre côté, sur la fameuse disposition sur les 10% de frais professionnels des retraités qui devaient être plafonnés à 2 000 €. Donc, la Commission s'est prononcée contre. Donc, au total, on voit que le seul consensus aujourd'hui, c'est pour continuer à avoir beaucoup plus de dépenses, plus d'impôts,
plus de déficits et plus de dettes. Or, je rappelle quand même que l'agence S&P, à la fin de la semaine dernière, a dégradé la signature de la France. Et c'est une procédure qui est une procédure exceptionnelle, parce que ce n'est pas le calendrier habituel. C'est ce qui avait été utilisé pour le Brexit pour le Royaume-Uni ou pour le shutdown pour les États-Unis. Ce n'est pas seulement un signe, ça a des traductions concrètes. C'est-à-dire que quand on passe de la note 2A- à A, il y a toute une série d'institutions qui ne peuvent plus, mais du moment que vous êtes A, que vous n'avez plus le double A, il y a toute une série d'institutions dans le monde qui ne peuvent plus acheter de la dette. Donc c'est vraiment très concret. Ça ne veut concret. pas dire qu'on ne pourra pas la placer, mais que comme on réduit ceux qui peuvent en acheter, par définition, les prix de cette dette vont monter. Et je rappelle qu'on emprunte déjà aujourd'hui plus cher que l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la Grèce. Donc, ce qui est quand même sidérant, c'est l'irréalité de ce débat budgétaire. Effectivement, et l'agence Standard & Poor's a commenté cet abaissement de la note en invoquant, je la cite, une incertitude élevée sur le financement du public. Ce déni de réalité, il est entendu, ce commentaire de l'agence par les députés, par le personnel politique? Ah non, il est totalement ignoré. Et donc, du coup, ce qui est très choquant, c'est que le pari implicite qu'il y a derrière, c'est que la classe politique française ne traitera pas le problème des finances publiques et qui est directement lié au problème du modèle économique, de l'arrêt de la croissance, de l'investissement, de l'innovation et de l'emploi, tant que n'atterriront pas à Paris le FMI, la BCE et les partenaires européens pour remettre de l'ordre dans ce pays. C'est ce que vous voyez, c'est une capitulation. Capitulation. C'est la seule issue, c'est les finances publiques ne retrouveront qu'une voie correcte qu'avec l'arrivée sur le tarmac, si je puis dire, du FMI, c'est ça? Pas autrement? Oui, parce que par ailleurs, si vous voulez, ce qui se passe et ce qui est grave, c'est qu'autour de ce budget et de cette fausse stabilité, parce qu'en réalité, on a toujours l'épée de Damoclès de la censure, notamment s'il doit y avoir des ordonnances, je ne vois pas comment il n'y aura pas de censure derrière. Donc, on a une fausse stabilité et on a des finances publiques qui continuent à se dégrader et une économie qui continue à s'effondrer. Parce que derrière tous ces signaux qui sont envoyés, évidemment, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de création d'emplois, il y a beaucoup de gens qui partent. Aujourd'hui, toute la French Tech s'interroge sur le fait de rester, compte tenu de la floraison de taxes qui est prévue sur les entreprises et leurs actifs. Et on voit que il n'y a aucune prise de conscience. Non seulement il n'y a pas d'action, mais il n'y a même pas la prise de conscience. Et de l'autre côté, les outils, puisque cette Ve République, elle n'est pas libérale comme régime, mais elle est faite pour gérer les crises. Mais tous les instruments qu'on avait mis en place, dont le 49.3, sont systématiquement désarmés. Alors comment vous expliquez... Avec ce paradoxe suprême qu'aujourd'hui, ceux qui regrettent la suppression du 49.3, ou enfin sa suppression de fait, ce sont les socialistes, parce qu'ils se rendent compte que, comme la suspension des retraites va devoir être dans le PLFSS, du coup, il faut qu'ils votent pour. Alors que 49.3, ça leur permettait le confort de s'abstenir et de laisser passer la chose par abstention. Donc c'est là où on voit qu'à force de jouer des jeux tactiques, on a bel et bien détruit la Constitution, mais on n'arrive même pas à régler nos problèmes tactiques sur le budget, les retraites et la loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est vraiment... on est dans un moment nihiliste de la politique française, comme malheureusement on en a connu quelques-uns dans notre histoire. Si vous voulez, on a notre nouveau prix Nobel, Monsieur Aguillon, qui est par ailleurs une personnalité exceptionnelle et qui a le prix Nobel pour avoir travaillé sur la destruction créatrice. Et la classe politique française, elle agit tous les jours au nom de la destruction destructrice. Mais comment cette décision de Sébastien Lecornu de se passer justement du 49.3 pour faire adopter le budget, son absence, ça ne peut pas mettre en responsabilité les députés? Ce qu'on voit, c'est que le pari était un peu perdu d'avance. À partir du moment où on a une assemblée qui a quand même été très chaotique, volcanique, parfois à la limite de en tout cas, dans la violence verbale, parfois à la limite de la violence physique, avec 11 groupes parlementaires qui se déchirent, un socle commun qui n'est plus un socle et qui n'est plus commun,
comment peut-on croire qu'en rendant les clés de la République à cette Assemblée assemblée qui ressemble souvent à un monôme étudiant, comment peut-on croire qu'on va restaurer la responsabilité? Et c'est vraiment ce qui frappe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un régime d'irresponsabilité illimitée. Comment on fait pour sortir de ça? Je vous ai lu, Nicolas, et vous êtes pour une présidentielle anticipée. Oui, parce que derrière tout ce dont on vient de parler, le responsable ultime, c'est toujours Emmanuel Macron. Avec Donc, la dissolution. Aujourd'hui, quand on est dans un tel état, on est obligé d'aller devant les électeurs. Si on y va par la dissolution, les délais sont stricts, 3 semaines, et donc on sait que les seuls qui sont en état de faire campagne, ce sont les extrêmes. Donc, effectivement, il y a un avantage pour le RN qui, gagnera ces élections, c'est certain, et aura en tout cas une majorité relative. Donc, une dissolution revient à confier les rênes du pouvoir au Rassemblement national, dont on peut se demander s'il est vraiment armé ou outillé par ailleurs pour affronter une situation pareille. De l'autre côté, la présidentielle, c'est vrai que si c'est une démission instantanée, les délais constitutionnels sont là aussi stricts, c'est 45 jours, et on retombe sur les mêmes problèmes. Sauf si on a, pour le coup, une responsabilité des différents acteurs, c'est-à-dire que le président de la République explique qu'il démissionnera après les élections municipales, qu'on aura donc une présidentielle anticipée en mai 2026, que d'ici là, on se met d'accord effectivement sur un budget qui permette de geler les choses et d'éviter le démarrage, l'accélération brutale de la crise financière, d'avoir un environnement apaisé qui permette aux différentes forces politiques de réfléchir à des projets crédibles de redressement de la France, de s'organiser pour qu'on n'ait pas 20 candidats à l'élection présidentielle et qu'on n'ait pas le même spectacle que celui qu'offre aujourd'hui l'Assemblée nationale, et donc qu'on ait le temps d'établir un débat démocratique et qui soit un débat à peu près organisé et responsable. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est la seule solution pour sortir de manière à la fois pacifique, organisée et démocratique de l'impasse complète dans laquelle se trouve ce quinquennat et dont la responsabilité incombe entièrement à Emmanuel Macron, qui ne cesse de dire que c'est la faute des autres, des partis, etc. Mais toutes ces décisions sont les siennes. Est-ce que ça n'abîmerait pas la fonction du chef de l'État d'organiser des présidentielles anticipées? Alors ça, je ne crois absolument pas, parce que je vous rappelle que quelqu'un qui connaissait assez bien les institutions, qui respectait plutôt la fonction présidentielle et qui s'appelait le général de Gaulle, en 1969, a tiré les leçons du référendum qu'il avait perdu sur la réforme du Sénat et des régions, et le jour même de sa défaite, a indiqué qu'il cessait d'exercer ses responsabilités à partir de minuit le 10 jours. Et ensuite, on a eu une élection présidentielle qui a conduit donc à l'élection de Georges Pompidou, contrairement d'ailleurs à ce que disait tout le monde, puisque je vous rappelle que la plupart des analystes et des forces politiques pensaient que la Ve République se terminerait avec le général de Gaulle. Et on a bien vu que sa décision, loin d'affaiblir la Ve République, l'a installée. Alors grâce au talent de Georges Pompidou, dont la présidence, malheureusement interrompue par son décès, a été une présidence extrêmement réussie parce que, contrairement, j'allais dire, à Guizot, à Émile Ollivier sous le Second Empire, Pompidou est celui qui a installé la Ve République et qui a conjugué la stabilité politique et la stabilité des institutions avec développement économique et puis le fait de retrouver de l'apaisement et de la concorde sociale après le choc terrible de mai 68. Donc c'est bien dire que la démission du président de la République, elle n'est pas du tout, elle n'ouvre pas nécessairement sur une crise de régime, ni sur l'instabilité, bien au contraire. Et je dis, il faut revenir à ce que nous vivons. Nous vivons une crise qui est maintenant existentielle de notre pays et qui est une crise non seulement politique, mais une crise de régime. Donc, c'est aux Français de la régler. Et de la régler dans l'esprit de nos institutions, parce que je ne crois pas du tout, contrairement à ce qui est dit par beaucoup de gens, que la Ve est caduque. Je pense qu'elle a été
totalement corrompue et dénaturée, notamment par Emmanuel Macron. Et donc, il faut revenir à l'esprit de la 5e, qui est faite pour traiter ce genre de problème, ce genre de crise. Pourquoi, Nicolas Bavrez, on n'arrive pas à faire en France ce que d'autres pays européens ont réussi à rétablir ou repartir sur une bonne trajectoire des finances publiques, à savoir l'Espagne, l'Italie, le Portugal, pour ne citer que? Alors, c'est vrai que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Quand on regarde aujourd'hui l'Europe, elle est dans une situation de très grande vulnérabilité entre Trump, l'Amérique illibérale et prédatrice dont vous allez parler ensuite, la menace stratégique de la Russie, le dumping chinois. Mais en même temps, il y a pas mal de choses positives en Europe. L'Europe du Nord se porte très bien. On a à la fois de la compétitivité, de la solidarité, de l'innovation, de la transition écologique et du vrai réarmement face à la Russie. Chez nous, il n'y a pas du tout de vrai réarmement ni de vrai réinvestissement dans la défense. Et l'Europe du Sud va aussi beaucoup mieux. L'Allemagne est en train de se relancer et ça intéresse le monde entier. Il y a aujourd'hui un homme malade qui est la France. Ce qu'on voit donc, c'est que partout ailleurs, effectivement, cette amélioration, elle est le fruit d'un travail considérable. Prenons l'Italie. Madame Meloni, aujourd'hui, c'est 3 ans de pouvoir stable, popularité. Par ailleurs, l'Italie va plutôt bien d'un point de vue économique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce résultat, Madame Meloni, finalement, fait assez peu de réformes de structure. Elle en a fait quelques-unes sur l'État-providence, mais elle bénéficie de 15 ans de travail des Italiens et de 3 gouvernements dont on a oublié qu'ils ont été décisifs. Au milieu c'est le gouvernement Prodi, le gouvernement Monti, le gouvernement Draghi. Et qu'aujourd'hui, en fait, encore aujourd'hui, derrière Madame Meloni, il y a l'ombre de Mario Draghi, qui en réalité continue à inspirer C'est ça qui manque à la France, un Mario Draghi? Je pense que ce qui manque à la France, d'abord, c'est que nous payons l'accumulation de décennies de démagogie dont on voit aujourd'hui le résultat sur la classe politique, mais qui ont quand même beaucoup abîmé les mentalités. Et donc, les Français sont déconnectés aussi d'une partie des réalités. Mais je pense que si on leur dit la vérité, ils peuvent réagir. D'ailleurs, on l'a vu. On leur dit pas la vérité? Ah bah non, quand on leur explique, regardez ce qui se passe par exemple, aujourd'hui. pour les retraites, tout le monde sait qu'on vit beaucoup plus longtemps, par exemple. Et que, oui, mais aujourd'hui, on leur explique, il faut travailler plus longtemps. Quand on suspend la réforme des retraites, le message, c'est que le message implicite, qui est clairement porté, c'est qu'on peut revenir à l'âge limite à 62 ans sans aucun problème. Ça veut dire 15 milliards de déficit en 2013, en plus des 15 milliards qui sont déjà programmés. 30 milliards de... Je rappelle que la Grèce, elle a sauté sur les retraites. C'était 18% du PIB. Nous, on était à 14,5%. Ça veut dire qu'on est quand même pas si loin. Et surtout, si on ajoute là-dessus le vieillissement, et effectivement... Ce qui est très heureux, l'augmentation de l'espérance de vie, le fait qu'on a moins de jeunes, qu'on a un chômage structurel, qu'on n'a plus de gains de productivité, très franchement, l'explosion, elle est programmée. Et tout ça, ça n'est pas expliqué. Ça n'est pas expliqué. Donc, voilà pourquoi on est dans cette situation. Alors, comment est-ce qu'on peut en sortir? On peut en sortir en ayant une pédagogie sur les citoyens, en sortant du déni de réalité, en expliquant les problèmes, en ayant un débat sur les solutions, et puis en cherchant à rassembler les Français, ce qu'on a fait finalement en 1945 et ce qui a été fait par le général de Gaulle en 1958, où on a à la fois une vraie thérapie de choc, un changement, et qui est porté par les Français. Et je rappelle que dans les années 50, on l'oublie, mais dans les 30 Glorieuses, les Français sont ceux qui travaillent le plus, en dehors des Japonais, dans le monde développé. Donc, il y a eu un engagement dans la production, la modernisation, avec l'obsession, avec la double honte des années 30 et surtout de juin 40 et de l'occupation. Donc les Français se sont battus pour reconstruire leur pays. Aujourd'hui, il faut réinventer un modèle français dans le 21e siècle et il faut que nous nous battions pour refaire de la France une puissance. Merci Nicolas Bavrez d'être venu en direct sur le plateau de Point de Vue nous donner votre point de vue. On vous lit chaque lundi dans les pages du Figaro. On part retrouver
Timothée Delem. Timothée, vous êtes au Palais de justice sur l'île de la Cité. C'est là que se déroule le procès aux assises de Dabia Benkired. Elle est jugée pour le viol et le meurtre de la jeune Lola, des faits qui se sont déroulés à Paris le 14 octobre 2022. Ils ont bouleversé, ce crime a bouleversé la France. Ce mercredi, c'est le 4e jour du procès. Que s'est-il passé ce matin, Timothée ? Bonjour Anne-Emmanuel, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, 4e jour de procès. C'était ce matin à l'un des experts psychologues qui a examiné Dabia Benkired de rendre compte à l'audience de son examen. Un expert psychologue qui a fait état de troubles de la personnalité chez la meurtrière présumée, laquelle présente selon lui des traits psychopathiques à un niveau élevé. Il a également affirmé que le meurtre de la jeune Lola pourrait découler, je cite, du viol non assumé de la fillette, avec donc une Dabia Benkired qui aurait cherché à faire disparaître cet acte, donc en tuant sa victime après cette agression sexuelle. Des propos, comme vous l'imaginez, qui ont vivement fait réagir à nouveau l'assistance ce matin dans cette salle Victor Hugo du Palais de justice de Paris. Guillaume Point, journaliste au pôle Faits divers, suit ce procès depuis le début, depuis vendredi. Il suit également cette affaire depuis le début. Voici donc le premier bilan que nous avons pu tirer donc au matin de cette 4e journée d'audience. C'était ce matin aux alentours de 8h, peu avant l'ouverture de cette nouvelle journée d'audience et de procès ici au Palais de justice de Paris. On est avec Guillaume Point, journaliste fait divers au Figaro, devant le Palais de justice de Paris où s'est ouvert vendredi dernier donc le procès. Ce procès dit Lola, cette affaire Lola, avec donc Dabia Benkired, la meurtrière présumée, qui est donc jugée aux assises. Guillaume, vous avez suivi cette affaire depuis le début, depuis maintenant 3 ans, cette journée funeste du 14 octobre 2022, ce meurtre terrible, terrifiant, en plein Paris. Vous avez d'ailleurs interrogé également la mère de Lola l'année dernière. Racontez-nous d'abord l'atmosphère, l'ambiance à l'intérieur de la salle d'audience depuis vendredi dernier. Atmosphère, on a pu le lire, le voir, une atmosphère très particulière, très pesante évidemment. Oui, alors c'est un procès qui se déroule dans la salle Victor Hugo, donc il y a une petite salle en haut des marches juste derrière nous. Donc il y a les proches de Lola qui sont là, donc c'est une vingtaine de personnes. Donc il y a la maman, il y a le frère de Lola qui s'appelle Thibaut qui a 20 ans, il y a la tante aussi de Lola, enfin plusieurs tantes puisque la maman a plusieurs sœurs. Donc ils sont là, ils font bloc, ils ont des t-shirts blancs avec un dessin à l'effigie de Lola. Il y a évidemment l'accusée, donc Dabia Benkired qui est là. Ce qui a frappé vraiment au premier jour du procès, c'est qu'elle est vraiment méconnaissable. On avait l'image de cette jeune femme à l'époque, voilà, qu'on voyait sur ses réseaux sociaux, sur son compte TikTok, avec des filtres, etc. Là, elle a pris énormément de poids. Vraiment, elle est méconnaissable. On l'a pas reconnue au premier jour du procès. Et puis, il y a du public qui vient en nombre. Et la salle Victor Hugo étant assez petite, il y a seulement une vingtaine de personnes du public qui peut entrer dans la salle, ce qui génère pas mal de frustration. Parce que c'est un procès, évidemment, où beaucoup de gens veulent aller, tout simplement. Et on peut en attester d'ailleurs parce que tôt ce matin, et c'est le cas encore à cette heure-ci, beaucoup de monde aux abords de ce palais de justice parce que ce procès, vous l'avez dit, est ouvert au public en réalité, et donc les gens veulent venir assister à ce procès très, très médiatique. Dabia Benkired qui a donc pu s'exprimer depuis le début du procès, qui multiplie les interventions assez contradictoires. Elle a montré un air assez détaché en réalité depuis le début de cette affaire, depuis qu'elle a été placée en détention provisoire, qu'elle a été écoutée pour les premières fois, qu'elle a été interrogée pour les premières fois. Elle n'a jamais vraiment varié. Elle a un regard assez vide, assez impassible. C'est vraiment ce qui ressort quand on la voit. C'est une sorte de regard un petit peu dans le vague, vraiment, vraiment vide. Le regard insignifiant. Pas de signe d'émotion apparent. Il y a des photos du cadavre de Lola qui ont été diffusées à l'audience. Des photos assez insoutenables, vraiment, du cadavre supplicié de la petite Lola. Pas d'émotion apparente. Toujours ce même détachement. Oui, on la sent détachée. Et d'ailleurs, les policiers ont expliqué, on a vu des vidéos assez sidérantes de sa garde à vue. Quand elle est placée en garde à vue après les faits, et les policiers ont même douté que ce soit elle au départ. Parce que quand les policiers vont l'interpeller, vu la barbarie des faits, ils s'attendent à tomber sur quelqu'un qui va craquer, qui va flancher. Et non, elle est très, très distante, impassible. Elle montre aucun signe d'émotion et le policier a raconté jusqu'au dernier moment, on a même douté que ça soit elle, tellement elle manifeste pas d'émotion. Et pendant sa garde à vue dont on a vu les vidéos, c'est pareil, il y a
n'y a pas d'émotion, quoi. Attitude extrêmement particulière. Pour autant, elle ne se mure pas dans le silence. Et c'est le cas parfois dans ce type d'affaires. Elle a dit des choses depuis vendredi dernier. Mais là aussi, on a le sentiment qu'on a affaire à quelqu'un qui, au fond, peut faire une déclaration totalement tonitruante à chaque instant, tout comme elle peut dire des choses qui n'ont absolument aucun sens. Alors elle répond aux questions, elle comprend ce qu'on lui dit, mais c'est vrai qu'elle raconte beaucoup de choses. Elle varie beaucoup. Il y a des choses qu'elle n'avait pas dites au cours de la garde à vue et au cours de l'instruction. Elle a pu par exemple dire qu'elle avait été violée la veille des faits par un petit ami, ce qui n'a pas été prouvé. Elle a pu dire qu'elle avait pris des comprimés de Lyrica, qui est un médicament euphorisant. Ça n'a pas non plus été prouvé. Donc en fait, le procès de Dabia Benkiret, c'est un peu l'anti-procès Jubilard. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est coupable, il n'y a pas de doute là-dessus, mais la question c'est pourquoi et surtout comment. Ouais. Non, c'est surtout pourquoi en fait. C'est le mobile en fait qui pose vraiment question. Et justement, est-ce que Guillaume, ce procès qui a donc ouvert vendredi, vous avez suivi chaque jour de ces audiences, est-ce que le procès a permis aujourd'hui d'avancer à ce stade, nous sommes mercredi, dans la manifestation de la vérité précisément ? Alors il y a des choses qui ont été dites. Ce qui est toujours intéressant dans ce genre de dossier, c'est de comparer ce qui a été dit en garde à vue, ce qui a été dit durant l'instruction. Donc l'instruction, c'est voilà, l'enquête des juges d'instruction, et ce qui est dit à l'audience. Au départ, elle avait pu dire qu'il y avait une histoire de vengeance liée à un badge d'accès. Parce que les parents de Lola étaient gardiens d'immeuble dans lequel le crime s'est passé. Et la maman de Lola, selon des déclarations de Dabia Benkiret au départ, aurait pu lui refuser un badge d'accès à l'immeuble, ce qui aurait provoqué une sorte de vengeance. Elle est ensuite revenue sur ces déclarations. Il y a le potentiel mobile financier qui a été discuté. Parce qu'après les faits, donc Dabia Benkiret, on la voit sur la vidéosurveillance, traîner cette énorme malle avec le corps de Lola à l'intérieur. Elle rencontre une connaissance du quartier et elle va lui présenter la malle. Et là, elle lui dit j'ai des choses à te vendre. Et elle ajoute j'ai un rein à te vendre. Donc il y avait le mobile financier qui a été exploré. Il y a eu à un moment donné l'histoire du sacrifice humain qui a été discutée. Parce qu'en fait, Dabia Benkiret, sur son téléphone, les enquêteurs ont retrouvé des recherches avec sacrifier un humain pour devenir riche. Donc ça a posé question. Et hier, il y a eu un autre mobile. En fait, Dabia Benkiret avait une relation avec un jeune homme qui était très toxique, très conflictuel, très chaotique. Et le jour des faits, il s'envoie vraiment des messages orduriers. Que je vais pas raconter ici, qui sont vraiment orduriers. Voilà, il la traite de tous les noms, il s'insulte, etc. Et en fait, cet échange de messages intervient un quart d'heure avant la rencontre de Dabia avec Lola. Et ce qu'elle a pu dire hier, c'est en fait, j'avais la haine contre ce petit ami, j'avais envie de me venger de lui, mais je m'en suis pris à Lola. Donc Lola, finalement, sera une sorte de victime collatérale d'une vengeance d'ordre sentimental un peu floue. Ce qui est important, vous l'avez dit Guillaume, c'est qu'au fond, ce qui compte, c'est de comprendre quel est le mobile justement. Qu'est-ce qui a pu motiver une telle folie de la part de Dabia Benkiret. Est-ce qu'on a espoir, là aussi, que d'ici la fin du procès, on puisse justement en savoir davantage autour de tout cela? Alors il y a l'interrogatoire de Dabia Benkiret qui va commencer cet après-midi. Donc on espère en savoir plus. Est-ce que c'est cette histoire de badge? Est-ce que c'est un mobile financier? Est-ce que c'est un sacrifice humain? Est-ce que c'est cette histoire de vengeance par rapport au petit ami? Il y a pas mal de questions qui se posent aussi sur le plan, on va dire, psychologique et psychiatrique, même si Dabia Benkiret est jugée. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas folle aux yeux des psychiatres, sinon elle n'aurait pas été jugée. Elle a été effectivement expertisée, si je puis le dire ainsi, et il a été admis qu'elle a certes une personnalité manipulatrice, c'est ce que disent les psychiatres, mais elle n'est pas folle. A priori, elle n'est pas folle, puisqu'en France, on ne juge pas les fous, et elle est jugée. Mais il y a quand même des questions qui se posent sur son état mental. Ce que racontent pas mal de ses proches, c'est qu'en fait, Dabia Benkiret, en 2019, elle perd son père, et en 2020, elle perd sa maman. Et tous les gens de son entourage décrivent à ce moment-là une sorte de descente aux enfers, et une jeune femme qui devient un petit peu étrange. Il y a des rêves la nuit, sa sœur décrit des rêves la nuit, où elle lui aurait dit en pleine nuit, en se réveillant un peu en sursaut, il y a des gens qui veulent nous tuer, il faut qu'on parte. Apparemment, elle commençait aussi un petit peu à parler toute seule. Elle avait dit à un ancien petit ami « je vais tuer des gens ». Donc il y a un comportement qui semble ne pas être très clair. Après, est-ce que c'est une stratégie de défense aussi? Tout ça reste un petit peu à éclaircir, mais visiblement,
elle était devenue un petit peu bizarre, un petit peu étrange, quoi. Justement, Guillaume, quelle est dans ce procès la stratégie de la défense? Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'il y a certains commentaires qui disent « mais attendez, ils défendent l'indéfendable, ces avocats ». Quelle est justement leur stratégie dans ce dossier? Alors je dirais que la stratégie de la défense, c'est pas mal d'axer comment dire, le focus sur le parcours cabossé de Dabia Benkired. Et objectivement, sans chercher à la défendre évidemment, mais juste en relatant les faits, c'est vrai qu'elle a un parcours assez cabossé. Elle perd ses 2 parents, comme je l'ai dit, en 2019 et en 2020. Après, elle se retrouve à la rue. Elle avoue elle-même qu'elle se prostitue. Voilà, elle fume 20 joints par jour, donc c'est quelqu'un qui est quand même abîmé, qui se retrouve à la rue, etc. Donc je dirais que la stratégie de la défense, c'est pas mal d'axer voilà, les faits sur le parcours un peu cabossé de Dabia Benkired. Après, évidemment, ça n'excuse rien. Tous les gens qui tombent dans la misère ne tuent pas des fillettes avec des actes aussi barbares. Comment réagit la salle, et notamment les proches, les plus proches de Lola, justement, à l'énoncé des faits, et puis également, et vous l'avez mentionné, à ces photos qui ont été montrées dans la salle d'audience? Alors les proches restent très dignes. Il n'y a pas d'éclat de voix, de cris, etc. Vraiment, ils font bloc, ils sont très unis. On voit évidemment au visage de la maman et du frère de Lola qu'évidemment ils sont très marqués par ce qui se passe. Et on rappelle que le père est absent, il est lui qui est décédé en 2024, me semble-t-il, février 2024. Il n'a pas survécu finalement à ce qui est arrivé à sa fille. Il est mort d'un arrêt cardiaque, mais en réalité ce monsieur il est mort de chagrin en réalité. Et oui, alors quand il y a des photos qui sont montrées, parce qu'il y a quand même des photos du cadavre extrêmement dures, parce que Lola a été violée mais aussi torturée à l'arme blanche, avec des ciseaux et un couteau à huître. Il y avait 38 plaies sur son dos notamment. Et donc à un moment donné, il y a des photos qui ont été montrées, et à ce moment-là, la maman et le frère sont sortis quelques instants. Déjà pour des gens extérieurs, c'est assez insoutenable à voir. Alors, voilà, pour la famille, c'est horrible, quoi. Avec des moments forts, hein, notamment vous évoquez son frère qui s'est exprimé, ça c'était vendredi lors de l'ouverture du procès, qui a dit les yeux dans les yeux à Dabia Benkired, pour notre famille, dites la vérité, toute la vérité. Et puis c'est la mère également de Lola qui elle également s'est exprimée en début d'audience. On les imagine extrêmement dignes et puis extrêmement dans l'espoir qu'il puisse advenir quelque chose quand même de ces quelques jours d'audience. Oui, bien sûr. Alors ça, c'était une scène très forte. Effectivement, le premier jour, il y a donc Thibaut, le frère de Lola, du haut de ses 20 ans, qui s'est adressé à l'accusé devant une salle d'audience vraiment pleine et comble, et qui a dit à Dabia Benkired on veut la vérité, rien que la vérité, pour toute la France et pour nous aussi. Ça, c'était un vrai moment fort. Voilà, il y a un moment un peu suspendu, et puis le courage de ce garçon qui a seulement 20 ans, comme ça, pour s'adresser à la personne qui a tué sa sœur et qui est à l'origine, voilà, directe ou indirecte, de la mort de son papa. Et c'est vrai que vous qui avez suivi ce dossier, là encore depuis le début, pas simplement depuis le début du procès, vous avez pu rencontrer notamment donc la famille, en tout cas la mère de Lola, que vous avez interrogée dans les pages du Figaro l'année dernière. Dans quel état sont-ils? C'est vrai que c'est évidemment tout ce qu'on leur souhaite, de se reconstruire. On a évoqué donc le décès du papa. On a du mal à imaginer quand même comment ils vont réussir à tourner la page, à passer à autre chose après un drame si terrible. Je pense qu'ils attendent des réponses, ils attendent le pourquoi, le comment. Et c'est tout l'enjeu de cette fin du procès. Voilà, il y a des choses qui sont clairement établies. On sait que Lola a été entraînée dans un appartement, qu'elle a été violée, torturée, tuée. On a ces vidéosurveillances où on voit Dabia Benkired avec la malle. Scène qui est quand même sidérante à voir. On voit cette vidéo où elle traîne la malle avec le corps à l'intérieur, un espèce de couvercle un peu brinque-ballant qui ne ferme pas. Parce qu'elle a été mise, elle faisait 1m55, elle a été mise dans une toute petite malle. Et oui, ils attendent des réponses et on espère en savoir un petit peu plus sur le mobile, le pourquoi et voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui ont pu s'exprimer, qui vont pouvoir s'exprimer? La question que l'on se pose aussi, c'est celle des autres habitants de l'immeuble qui ont pu croiser en réalité Lola et Dabia Benkired quelques minutes avant le drame. Ils se sont posé la question à un moment donné de se dire attendez, Lola elle n'a pas l'air d'aller très bien là. Oui, alors on le voit sur la vidéosurveillance en fait, quand Lola rentre dans l'immeuble avec Dabia Benkired à côté d'elle, on voit qu'elle n'est pas rassurée sur les images de vidéosurveillance. Alors c'est très furtif, parce que ça dure quelques secondes, mais on voit qu'elle a une mine vraiment pas rassurée. Et un voisin dira
Voilà, d'habitude, elle était toujours joyeuse, souriante, etc. Et là, il la sentait préoccupée, quoi. Ce que risque maintenant Dabia Benkered, il va y avoir dans les heures à venir maintenant eh bien, les différentes plaidoiries et puis les réquisitions. Elle risque la perpétuité incompressible. Objectivement, c'est vrai qu'on a du mal à voir comment elle peut y échapper, alors même que c'est une peine extrêmement rare, la perpétuité incompressible. Alors attention, parce que dans les procès, en termes de stratégie, c'est pas forcément, entre guillemets, une bonne idée de mettre le maximum en première instance. Parce que si on est un accusé et qu'on prend le maximum, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel. Donc stratégiquement, c'est peut-être une bonne idée de mettre un tout petit peu moins pour ne pas qu'il y ait appel. Mais effectivement, je pense pas qu'elle prendra moins de 30 ans. Ça me paraît pas possible. Dernier élément, Guillaume, parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fort écho médiatique de ce procès. On peut en attester aussi, donc je le disais, avec ces foules, là, cette queue de gens qui attendent aux abords du palais de justice, énormément de journalistes également, et c'est le cas notamment en salle de pas perdue tout au long de la journée. Vous devez vous inscrire d'ailleurs 2 fois par jour avec beaucoup d'avance. Racontez-nous aussi, là aussi, l'ambiance, l'atmosphère entre journalistes, avec également les gens qui viennent peut-être vous poser des questions. C'est un procès qui est très attendu. Les Français suivent cela de près parce que c'est une affaire qui a vraiment ému la France entière lorsque c'est arrivé il y a maintenant 3 ans. On sent que c'est un procès très attendu, effectivement. Il y a tous les ingrédients, on va dire, de l'affaire criminelle qui touche les gens. Ça se passe en plein Paris, en pleine journée, dans l'immeuble où habitait la jeune fille avec ses parents. Donc évidemment, ça a choqué tout le monde. Et puis, la barbarie des faits. Moi, j'avoue qu'en travaillant sur ce dossier, j'avais pas forcément... Alors évidemment, j'avais mesuré l'horreur des faits, mais là, en voyant les photos, tout ce qu'a subi cette petite, elle est morte asphyxiée avec du scotch. Elle lui a scotché le visage en entier. C'est ignoble et on comprend que les gens, évidemment, soient choqués, quoi. Et que les gens attendent au fond une peine exemplaire dans ce type d'affaires. Oui, tout à fait. Ouais. Les gens attendent que la justice soit à la hauteur et puis la famille avant tout, quoi. Voilà, et au moment où je vous parle, l'audience a repris il y a quelques minutes ici au Palais de Justice de Paris après une courte suspension en fin de matinée. À noter que cet après-midi, c'est l'interrogatoire à proprement parler de l'accusé qui doit débuter. Moment évidemment très attendu. Le verdict, lui, est attendu pour vendredi dans la journée, avant bien évidemment un éventuel appel d'un côté ou de l'autre. Merci Timothée Delem d'avoir été avec nous. Merci évidemment à Guillaume Point. Et puis le procès est à suivre dans les pages du Figaro et sur le site lefigaro.fr. On passe à un tout autre sujet maintenant. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine et puis vous êtes également directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Avec vous, on va tout comprendre aux tensions récentes qui ont eu lieu entre les États-Unis et la Chine sur les terres rares et les conséquences pour les industriels européens. Le point de départ, c'est une décision de la Chine qui met le feu aux poudres et Donald Trump en furie. Qu'est-ce que la Chine a annoncé ? Alors, ce qu'elle a annoncé, c'est des restrictions qui ne sont pas les premières sur à la fois les volumes d'exportation, mais les conditions d'utilisation de ces terres rares. Voilà, oui. Grosso modo, il y a une décision d'extraterritorialité qui suppose de demander une autorisation à la Chine, non pas seulement évidemment pour importer, ça c'est contractuel, mais également en fonction de l'usage qui peut être fait, notamment de la réexportation de produits qui contiendrait des terres rares. C'est le type de mesure qu'utilisent également les Américains dans d'autres domaines, donc il y a une espèce d'effet boomerang là qui n'est pas inintéressant. Et puis il faut comprendre, tout ça s'inscrit évidemment dans le grand bazar qui a été ouvert par Donald Trump il y a quelques mois maintenant, sur le fait de mettre, passez-moi l'expression, cul par-dessus tête le commerce mondial. Et donc c'est un des effets dominos de cette guerre commerciale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est les terres rares et à quoi ça sert, dans quel domaine elles rentrent, dans quel domaine elles sont des composantes importantes? Alors, premier paradoxe, les terres rares ne sont pas rares. C'est une liste de 17 minerais très très bizarres. Je vais vous en épargner la liste chimique, mais qui ont comme caractéristique, donc par exemple du néodyme. Voilà, néodyme, on va en trouver dans des aimants et on y reviendra sans doute un peu plus loin. Et donc les aimants, on va les retrouver dans des éoliennes, dans des véhicules électriques. Mais en tout cas, la caractéristique de ces terres rares, ce qui me faisait dire qu'elles ne sont pas rares, c'est qu'elles sont disponibles dans des tas d'endroits, mais elles sont très très diffuses, très peu concentrées. Et donc ça suppose de manipuler des quantités extraordinaires pour en extraire quelques grammes. D'où peut-être ce terme de terre rare. Voilà, la rareté, elle est moins géologique que liée à la concentration.
Et c'est ce qui a conduit la Chine, avec une vraie stratégie à la fin du siècle dernier, à s'imposer dans ce domaine, en acceptant finalement dans des conditions environnementales qui étaient moins contraintes qu'au sein de l'OCDE, d'extraire massivement ces ressources. Et aujourd'hui, avec à peu près 2/3 de l'extraction mondiale, mais surtout de remonter dans la filière et de devenir l'industriel de référence avec plus de 90% de la transformation. Donc si je vous comprends bien, la Chine, c'est pas tant qu'elle est la principale propriétaire des terres rares, mais c'est la principale pourvoyeuse, parce que en termes de raffinage, c'est ça, c'est le terme. Voilà. Le raffinage est essentiel. Enfin, il y a 2 niveaux, mais en tout cas la concentration la plus élevée, le quasi-monopole, c'est en matière de raffinage. Donc ça veut dire que nous, aux États-Unis, nous en Europe, on a abandonné, par exemple, Ron Poulin, qui avait une usine près de La Rochelle, qui était extrêmement importante dans ce domaine et que Solvay aujourd'hui envisage de rouvrir, et qui était une usine de production qui pourrait couvrir quelques dizaines de pourcents du besoin. Et pourquoi ils ont laissé tomber ? Alors, ils ont laissé tomber parce que les conditions d'extraction en Chine et de transformation en Chine se sont mises à défier toute concurrence. Alors, il y a 2 manières de voir. La première, c'est de dire c'est le jeu du marché. La deuxième, c'est de considérer qu'il n'est pas du tout impossible qu'il y ait une stratégie de dumping, de politique industrielle, de telle manière à créer cette dépendance. Alors, ce n'est pas forcément des enjeux. Lorsqu'on regarde les transactions autour des terres rares, qui sont des enjeux en tant que tels importants, c'est 4-5 milliards. C'est rien dans le commerce mondial. En revanche, ça peut bloquer différentes filières. On a évoqué les véhicules électriques, par exemple, la production d'aimants de manière générale, mais également dans l'aéronautique, également également dans l'armement. C'est un sujet particulièrement sensible. Ça va mettre vraiment le bazar, entre guillemets, dans le commerce mondial. Il y a de bonnes raisons d'imaginer que ce ne sera pas le cas et qu'on a là une bataille qui est dans le cadre de la guerre commerciale, avec des tensions et puis des contre-mesures du côté américain qui étaient de rassembler ce qui était hier son camp, de telle manière à coaliser l'OCDE/OTAN dans ce domaine. Ça risque d'être un peu difficile, de telle manière à s'opposer à la Chine. Il n'est pas de l'intérêt de la Chine non plus, indéfiniment, de maintenir des tensions dans ce domaine, parce que dès lors qu'on est la première usine du monde et qu'on dépend très largement des débouchés dans tout domaine, notamment de plus en plus vers le marché européen. Oui, c'est ce que j'allais dire, de ce marché européen qui est très important pour les Chinois. Ces filières industrielles, ça n'est sans doute pas à moyen terme ou à long terme une bonne idée. En revanche, que tactiquement à l'heure actuelle, ce soit une contre-mesure très puissante à l'encontre des États-Unis et qui peut-être aide à domestiquer, à limiter la puissance américaine, j'allais dire c'est de bonne guerre, sans doute à nouveau un peu excessif, mais en tout cas ça doit se comprendre dans ce domaine. Dans ce sens, là, effectivement, conséquence politique, Donald Trump a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits chinois. Il envisage aussi de ne pas rencontrer finalement Xi Jinping. Il y a un sommet Asie-Pacifique qui devra avoir lieu fin octobre. Est-ce qu'il est un peu revenu, là, Donald Trump, un petit peu sur ce haussement de ton vis-à-vis de la Chine? Alors écoutez, ça risque d'être un peu compliqué d'avoir un avis définitif sur les retournements de Trump. En revanche, si on veut être très prosaïque, ça marque un peu dans un monde qui est globalisé, dans lequel il y a une interdépendance dans différents domaines, et en particulier une sensibilité à l'égard de la Chine en matière de terres rares, mais plus globalement de ce qu'on appelle les minerais critiques. C'est des minerais pour lesquels des tensions sont susceptibles d'apparaître dans la chaîne d'approvisionnement et qui vont être particulièrement importants dans des domaines clés comme ceux de la transition énergétique, mais pas uniquement, à nouveau l'armement. L'hégémonie américaine, en tout cas la redéfinition unilatérale des règles du jeu du commerce international telles que Donald Trump a voulu l'imposer, qu'il est en train de l'imposer par ailleurs, elle bute quand même sur une limite qui est cette puissance de la Chine dans différents domaines et en particulier dans celui-là. Donc il y a là une force de rappel. Je ne suis pas du tout certain qu'on puisse la résoudre uniquement avec une escalade américaine en matière de droits de douane. Notamment parce que ces droits de douane, en réalité, ils finissent en partie payés par le consommateur américain. Et la menace la plus importante probablement à l'encontre de Donald Trump
durant cette mandature, c'est l'inflation. Ça avait déjà été fatal à Biden. Et toutes les mesures, ou beaucoup des mesures qui sont entreprises par Donald Trump ont plutôt un effet inflationniste. Les droits de douane, la politique anti-migrants, tous ces facteurs vont concourir à tirer les prix vers le haut et durablement d'imposer des droits de douane très élevés à la Chine ou à l'Inde, par ailleurs, dans d'autres domaines. Ça ne peut que créer des tensions inflationnistes. Ça, c'est la fragilité du plan Trump, si on peut l'appeler comme ça. Le secrétaire au Trésor a carrément accusé en début de semaine la Chine de vouloir entraîner l'économie mondiale dans sa chute. Et les États-Unis appellent le monde, c'est le terme qu'ils ont employé, à s'allier contre Pékin. Donc on est toujours dans ce discours politique, notamment, de se trouver des alliés aussi. Comment réagissent les Européens ? Ils ont réagi ? Alors, il y a une réunion qui vient de se dérouler sous la houlette de Stéphane Séjourné. Et globalement, tout ça s'inscrit dans le prolongement d'un plan de 2024 sur les minerais critiques. Une fois qu'on a dit ça, et si on regarde du côté américain, il y a quand même beaucoup d'ironie à souhaiter réunir un camp anti-chinois et autour de Trump, quand par ailleurs, autour de l'Amérique de Trump, quand par ailleurs le maître mot, c'est America First. Donc à l'évidence, il y aura peu d'enthousiasme à s'allier. En revanche, il peut y avoir des deals. C'est le cas avec l'Australie. L'Australie est en train de passer un contrat avec les Américains. Oui. L'Australie est un grand pays minier de telle manière à être pourvoyeuse de ressources en échange de contreparties en matière militaire. J'ai beaucoup de doutes que ça puisse aller sensiblement au-delà, et notamment du côté européen, parce que nous, du côté européen, de toute façon, on ne sera pas en toute hypothèse pourvoyeur de ces ressources, et donc ça doit nous ramener à nos dépendances et à la manière d'y veiller. Donc dans ce plan que j'ai évoqué de 2024, il est question d'extraire une partie des ressources dont on va avoir besoin de notre sous-sol. Mais en toute hypothèse, ce sera 10-20% peut-être à terme, mais sans doute pas beaucoup plus. Mais de notre sous-sol, le sous-sol européen, le sous-sol français ? Le sous-sol européen, alors la France sera partie prenante. Alors le problème, c'est qu'en France, on n'a plus d'inventaire depuis 1995. Donc le BRGM, qui est le bureau en charge de l'analyse du sous-sol, est en train de faire un travail de mapping de nos ressources qui a commencé en 2023, qui devrait aboutir en 2026 et 2027, de telle manière à ce qu'on ait un inventaire plus précis. Une photographie de ce qu'on a dans le sous-sol français, c'est ça ? De nos ressources, ça devrait constituer une partie de la réponse, en ayant à l'esprit que dès lors qu'il est question d'activité minière, entre le moment où on identifie une ressource, le moment où on l'explore, le moment du débat public, etc. Les délais sont très longs, c'est ça ? Il va se passer au minimum 10 ans. 10 ans. Mais il faut néanmoins s'y préparer, parce qu'il y aura une partie de la réponse dans notre sous-sol, il y aura une autre partie évidemment par la diversification internationale, à la condition naturellement qu'il y ait d'autres types de fournisseurs. Ça peut être qui ? Parce que quelles sont les alternatives aux Chinois ? Vous disiez que les fameuses terres rares n'étaient pas si rares dans les sous-sols. Notamment en Afrique, notamment en Australie, notamment dans les pays latino-américains. Donc il y a plutôt de la diversité dans ces domaines, à la condition naturellement, et c'est un des objectifs de ce plan, que nous soyons en capacité de transformer industriellement une partie de ces ressources localement en Europe. Parce que la grande puissance de la Chine, c'est sa puissance industrielle. Il y a une partie des minerais australiens que j'évoquais qui vont se faire raffiner en Chine, et c'est bien ça le problème. C'est là où les Chinois sont leaders. Exactement. Ils sont pas leaders, ils sont monopolistiques. Voilà, on n'est pas loin de 100% dans différents domaines, donc c'est très effrayant, évidemment. Mais dans des conditions écologiques assez critiques. Qui en tout cas sont moins contraintes qu'en Europe, avec beaucoup d'argent public également, ce qui leur a permis à différents moments de jouer sur des mécanismes de prix, de faire s'effondrer les prix de telle manière à fragiliser des projets européens ou américains de redémarrage de ces activités, de faire main basse dessus ou de s'efforcer de faire main basse dessus. Donc c'est tragique à dire, et notamment d'où je parle aujourd'hui, mais en tout cas on a une capacité des régimes dictatoriaux à se projeter dans le long terme avec des stratégies qui doivent vraiment nous interpeller, nous Européens. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit faire, donc nous Européens? Donc il y a déjà ce mapping de refaire une photographie du sous-sol français, parce que ces sanctions quand même chinoises, elles sont quand même assez graves. Elles montrent aussi la puissance chinoise sur nos industries, nos produits. Oui, elles sont destinées à faire peur, et de fait, dès lors qu'on les regarde, ça fait peur. Et ça doit faire peur
dans un contexte commercial au niveau international qui est tout de même assez singulier depuis le début de cette année et le retour de Trump. Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure une contre-mesure, qui est de fait pas très coûteuse puisque ça met en jeu des transactions à hauteur de quelques milliards, mais qui sont de nature à produire un effet de sidération qui nous réunit sur ce plateau. Et cette décision, elle est des Chinoises, donc il faudra, je le rappelle, demander, finalement, c'est ça, envoyer un formulaire, demander l'autorisation à Pékin quand on est un groupe industriel, parce qu'on a une terre rare d'origine chinoise. Alors, ce sont des mesures dites d'extraterritorialité, que les Américains ont appliquées par ailleurs, notamment dans les usages du dollar. Donc ça consiste à dire, j'ai une puissance dans tel domaine, et donc je ne vais pas simplement permettre d'opérer une transaction, mais je vais suivre en quelque sorte le cycle de vie qui est fait au-delà de cette transaction et je vais garder un contrôle au moins partiel dans ce domaine. À nouveau, dès lors qu'il s'agit d'impressionner dans le cadre d'une guerre, il faut prendre un peu de recul et considérer l'intérêt que pourrait avoir la Chine très durablement dans ce domaine à agir de cette manière. Si ça devait être le cas, ça va être un facteur d'accélération des efforts de diversification, d'investissement localement aux États-Unis, en Europe et pour trouver d'autres types de ressources, à n'en pas douter. Or, l'intérêt de la Chine, c'est d'être en quelque sorte sur une crête assez escarpée, mais de maintenir cette dépendance. Et d'être finalement un fournisseur hégémonique qui se conduit comme tel, ça ne peut conduire qu'à essayer par ailleurs de trouver d'autres solutions. En fait, à la fois un petit peu lâcher la bride et en même temps la tirer pour toujours garder cette pression, c'est ça en fait. Voilà, c'est bien l'objectif. Alors, il y a un ou deux exemples extrêmement intéressants, notamment l'exemple du Japon en 2011. Le Japon, suite à un conflit, il y a toujours des conflits de frontières dans des îles, à l'interface entre la Chine et le Japon, qui a donné lieu à un contentieux naval, à l'issue duquel la Chine a décidé de restreindre les exportations. À partir de là, le Japon a déployé une stratégie qui a réduit très considérablement sa dépendance à l'égard de la Chine. En se diversifiant, notamment pour ce qui est de ses approvisionnements, en transformant une partie localement et avec une réduction, alors qui n'est pas totale, c'est-à-dire que dans les difficultés du moment, dans les pays qui sont sous la menace de la Chine, le Japon en fait partie, mais le Japon a montré qu'il est possible de déployer des mesures de réduction de cette dépendance. Avec une économie chinoise qui montre des signes aussi de ralentissement marqués. Voilà, c'est l'autre problème et la force de rappel en retour qui est que dans une économie globalisée, même si elle est chahutée, si ses règles en vigueur depuis des dizaines d'années sont remises en question assez brutalement, il est très très difficile d'exercer une hégémonie et si ce n'est pour tordre le bras transitoirement, vous le disiez, l'économie chinoise est fragilisée, alors compliqué de déterminer dans quelle mesure, parce que ça n'est pas évidemment l'économie qui est la plus transparente. Donc difficile d'avoir des informations et des indices. On s'achemine vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous allez guetter prochainement depuis cette... alors est-ce que le mot guerre est peut-être un petit peu outrancier pour qualifier, on parle plutôt de tension entre la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce que vous allez guetter prochainement comme signe Je pense qu'on peut vraiment parler de guerre commerciale. On peut vraiment parler de guerre commerciale. Vraiment, si on qualifie pas ce qui est en train de se passer depuis quelques mois de guerre commerciale, il me semble qu'on ne trouvera jamais les circonstances vraiment guerrières. Moi, il me semble que la prochaine étape, il y a deux éléments qui doivent être regardés de près. C'est dans quelle mesure cette situation doit conduire les Européens de manière plus déterminée à mettre en œuvre le plan qui a été défini l'an dernier, qui est un volet important également de recyclage. C'est un point qui est absolument essentiel. Dans quelles mesures sont prises dans ces domaines? Et puis surtout, ce qu'il faudra regarder, c'est dans quelle mesure... parce que finalement, ce bras de fer sino-américain, on le trouve aussi entre les Russes et les Américains par ailleurs, ça conduit à des allers-retours. Donc, quel va être le prochain coup joué par les Américains?
Je doute fort qu'ils aient les moyens d'aller dans l'escalade, mais en tout cas, ce sera évidemment le point d'attention dans les prochains jours. Il y aura un sommet, le sommet de l'APEC, de la coopération économique Asie-Pacifique, fin octobre. On aura peut-être des éléments de réponse. Merci Patrice Geoffron d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Point de Vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous aurez le plaisir de retrouver Timothée Delem demain à la présentation de l'émission. Soyez au rendez-vous. C'est en direct sur le Figaro TV. À bientôt.